Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 4e épisode de la saison 7 de Ben Lala. Ben Lala. Et aujourd'hui, c'est simple, on a un invité spécial. Ben Lala. Ben Lala. Ouais, je dis comme on a un invité spécial. En fait, on a la chronique de Marc. Marc, comment ça va, mon ami? Hey, ça va super bien. Tu sais, comme à mon habitude, je suis pas capable d'arriver toute seule. Effectivement, tu n'es pas capable d'être seul. Et aujourd'hui, c'est quand même une journée spéciale parce que à l'intérieur du cégep, on reçoit un invité très particulier. Je pense, veux-tu nous en parler un peu? Effectivement, on s'est permis d'inviter nul autre. Je veux-tu le nommer? Oui, je vais le nommer. Ah, tu peux le nommer. Nul autre que Daniel Giguère, qui est un des propriétaires de la Voie Maltais, qui est une institution ici, je crois, dans la région, puis même qui dépasse la région. Tu parles de Daniel, qui est une institution, ou la Voie Maltais? Les deux. Donc, on y va avec notre invité de la semaine? On commence? Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, un peu comme tu viens de dire, notre invité de la semaine, Daniel Giguère, que je connais quand même depuis quelques années. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Merci d'avoir accepté de venir nous voir dans Ben Lala et d'accepter l'invitation à Marc pour la conférence d'aujourd'hui. Marc, je te laisserai débuter l'entrevue parce que c'est quand même ta chronique, hein? Oui, exactement. Mais comme tu connais bien Daniel, ça va me permettre de... Ben oui, on va s'amuser. On va s'amuser ensemble. Alors, Daniel, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est réciproque. Première chose que j'aimerais que tu me parles un petit peu. C'est qui Daniel? Daniel Giguère. Qu'est-ce qu'il a fait? D'où il vient? On le connaît un peu, mais... Ben, écoute, je vais essayer de pas trop tergiverser parce que tu demandes à un entrepreneur d'être concis. C'est pas évident quand on est passionné. Moi, j'étais un pur laine Jonquière. Donc, quartier des Peintres. Famille que mon père était sa construction. On est quand même des entrepreneurs parce que mon père avait un commerce de concentré de vin et bière fin des années 80, début des années 90. Pendant la récession, mais ça, c'est un autre débat. J'ai étudié à l'UQAC. Ensuite, j'ai continué mon éducation à Sherbrooke aussi. J'ai fait une maîtrise là-bas en fiscalité. Donc, j'ai de la finance, de la fiscalité. Donc, c'est facile de faire le parallèle aussi avec la microbrasserie. Donc, microbrasserie, restauration, donc des skills que j'ai appris à l'école aussi, donc apprendre à compter. Puis après ça, j'habite à Arvida. Donc, je suis vraiment enraciné au Saguenay. Des établissements à Québec aussi, j'en avais 2. Là, j'en ai un, malheureusement, avec l'impact de la COVID. La microbrasserie aussi. Donc, je gère la microbrasserie. Donc, 1500 points de vente au Québec, des grandes surfaces en particulier, donc IGA, Sobeys et tout ça, Costco, comme on a discuté tout à l'heure, restauration, au-dessus de 250 employés. Puis surtout un passionné, vraiment passionné de restauration. Je suis un épicurien, donc, tu sais, la bière, c'est la boisson la plus consommée sur la planète, donc on mange 3 à 4 fois par jour. Donc, 3 à 4 bières par jour. Aussi. Fait que c'est ça. Donc, mais j'adore la région. Je suis un gars de plein air aussi. Puis, évidemment, c'était facile d'être ici parce que je suis ancré dans la région. Écoute, je t'écoute parler, puis il y a plein de questions qui me viennent en tête. Entre autres, tu viens de parler tout à l'heure que vous êtes chez Costco. Comment est-ce qu'on rentre dans des grosses chaînes comme ça? Il me semble que c'est pas évident. OK, je vois. De toute manière, je suis bien entouré. Donc, je suis allé chercher Carl Fleury, qui est mon partenaire aussi. Donc, qui lui est directeur des ventes dans la microbrasserie. C'est lui qui est skills. Dans le fond, moi, j'ai une capacité à bien m'entourer. C'est pas ma force, la vente. Pas du tout. Moi, je suis trop honnête. Hey, c'est pas vrai, ça, les vendeurs, c'est pas des crosseurs. S'ils sont crosseurs, c'est pas des bons vendeurs. Mais il est pas mal meilleur que moi. Puis lui, je suis allé chercher parce qu'il y avait beaucoup d'expérience, une vingtaine d'années, justement, dans le domaine de la microbrasserie. Donc, il connaît ça, Carl Fleury. Négocier avec les majeurs. Puis, évidemment, Costco, c'est un majeur aussi. Puis, eux autres, ils veulent encourager le local aussi. Donc, ça a pris du temps, évidemment, mais on est très bien considérés. On est un super de bons clients. Ça n'a pas été facile. C'est un super de beau défi. Mais dans la restauration, dans la microbrasserie, tout est un défi. Il y a beaucoup d'enjeux. Puis, on est rendu là. Donc, on est, je pense, dans 5 Costco. Puis, surtout dans la région de Québec aussi. Il y en a plusieurs. Mais ça a été difficile, bien fait. Puis,
on a une super de belle relation de confiance avec eux autres. Parce que quand on rentre dans des gros vendeurs comme ça, ben, j'imagine qu'il y a un volume de production, puis il y a tout ce qui vient avec. Là. Ben, il y a un volume. Mais, surtout, nous autres, quand on a ouvert la microbrasserie, on s'est dit, on est artisan, mais on veut avoir un thinking de majeur. On veut avoir un thinking américain. Bien faire les choses. Donc, l'approvisionnement, la stabilité de la bière, la constance. Donc, l'approvisionnement de tout ça. Donc, eux autres, c'est la première chose qu'ils regardent. Puis en arrière du rideau, mais souvent, c'est pas sexy, mais ton système informatique. Il y a un système ERP, donc on a SAP Business One, donc c'est une grosse machine. Souvent, artisanal, c'est pas synonyme justement d'organisation. Hein? Donc, c'est assez péjoratif, là, mais quand tu veux jouer, puis tu veux être professionnel avec les majeurs, c'est la première chose qu'ils regardent. Oui, tu as un produit, mais tu vas tout le temps l'avoir de façon constante aussi. Puis ça, ils ont tombé en amour avec nous autres. Puis donc, nous autres, on a une capacité à se virer sur un dixaine, d'avoir des créativités aussi, des bières et tout ça, puis avoir de la constance. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'on a développé notre lien de confiance avec Costco. OK. Donc, tu parlais tout à l'heure d'équipe. Donc, l'importance d'avoir une bonne équipe alentour de soi, puis de gens qui sont complémentaires à ce que tu es, à tes skills à toi. Là. Oui, absolument. Écoute, j'ai une directrice aux ressources humaines, j'ai un conseiller au RH qui est rendu quasiment un travailleur social, évidemment, là, avec ce qui se passe aujourd'hui. Comptable, directeur financier. Donc, j'ai vraiment, là, j'ai vraiment des bonnes compétences, des bons gestionnaires alentour de moi pour que je puisse prendre les meilleures décisions. OK. Revenons un petit peu à comment ça a démarré. Tu disais que tu étais un gars de Jonquière. Moi, je me souviens la première VM que tu as ouverte dans l'ancienne Fricassée, qui était un local délabré à ce moment-là. Ça, on ne se le cachera pas. Là, vous avez rénové ça de façon quand même importante à ce moment-là. C'était quoi le défi des 5 premières années à partir du moment où tu as ouvert ta première micro? Ben, écoute, il y a beaucoup de défis. Il n'y en avait pas juste un. Premièrement, écoute, tu parles de local de la Fricassée, mais si tu regardes un peu mes établissements, j'ai toujours pris des locaux qui sont brûlés. Tu sais, à Chicoutimi, personne ne voulait aller dans ce secteur-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu t'en vas là. Puis, bon, on a fait de quoi d'intéressant là-bas. Un succès. Mais à Jonquière, tout le monde disait, voyons, pourquoi Jonquière? C'est un domaine manufacturier. Va à Chicoutimi, eux autres sont capables de prendre des bières importées puis tout ça. Non, on va aller à Jonquière. Moi, je suis un gars de pure laine de Jonquière. Puis, je vais les éduquer. Puis c'était pas évident. Là, c'était de la grosse bière avant. Donc, il n'y avait pas de draft. Là. Effectivement. Et de la bière en pinte. C'est quoi une pinte? La rousse. Voyons donc, de la rousse. Ta bière, elle n'est pas si claire que ça. Elle n'est pas limpide comme des majeurs aussi. Donc, l'éducation de prendre une bière dans un contenant qui était différent, dans une ambiance qui était complètement différente, dans un local qui était brûlé, évidemment. Donc, il y a beaucoup de restaurants, pas des restaurants, mais des bars qui ont eu pignon sur rue, justement, à cet emplacement-là. Puis j'arrive de nulle part. Le gars, il fabrique sa bière. Tu sais, j'étais allé au CLD, puis le CLD, il disait, voyons donc, tu veux fabriquer ta bière? Non, t'as-tu un moyen de transport? Tu sais, comment tu vas arriver? Non, mais je la livre pas. Ah ouais, mais voyons donc. Ouais, je dis, je vais être comme une rockstar, là. C'est que les gens vont se déplacer, puis ils vont dire, ta bière est bonne. Mais voyons donc. Il dit, t'as pas. Ouais, mais Molson, la batte, les gros, les autres. J'étais tout seul, là. C'est un changement de modèle, là. J'étais la première brasserie artisanale en région éloignée. Oui, c'est vrai, ça. Je me souviens. Je me souviens à ce moment-là. Là, puis, tu sais, c'était spécial parce que quand on allait là, moi, je me souviens, j'étais amateur de bière, puis amateur de bière de micro, puis de bière importée. Alors, je me souviens, je prenais ça, puis il y en a qui restaient traditionnels. Je pense que vous teniez, une ou deux bières traditionnelles à l'intérieur pour ces récalcitrants-là, puis qui disaient « Ah, ben moi, ça me fait travailler les intestins le lendemain », ce qui est, en tout cas, à mon avis, faux. Enfin, à un moment donné, quand tu t'habitues, là, donc... Exactement, c'est les changements d'habitude qui fait que, justement, tu dérègles ton système. Mais c'était vraiment d'éducation. Puis oui, j'avais de la bière pour les autres, mais parce que je n'avais pas cette prétention-là de dire que ma bière était meilleure. Donc, dans le fond, ça faisait partie de la stratégie de convertir les clients. Puis, à un moment donné, peut-être 4 ou 5 ans plus tard, là, après ça, j'ai tassé les majeurs. Puis, tu sais, les clients, après ça, on avait assez de restaurants ou de bars dans le temps pour dire, écoute, si tu veux ce type de bière-là, il y en a d'autres alentour de moi. Mais... Tu sais, on avait le défi, c'est de l'expérience client aussi, tout ça. Donc, c'est pas juste de la bière, mais l'environnement aussi. On brasse la bière, elle peut pas être plus fraîche. Manutention, il n'y en a pas aussi.
Donc, tout était développement durable dans un Tout à certain fait. sens. Ouais. Mais les gens se déplaçaient, la banque, elle ne comprenait pas ça, elle. Tu avais aussi une approche de développement de marque, de produits, parce que dès le début, tu avais la criminelle. Je me souviens, dans les premières pubs, il y avait une fille avec... je me souviens plus c'était quoi qu'elle avait dans les mains, là, mais Mais elle avait un cigare. elle avait un cigare, effectivement. Donc, tu voyais qu'il y avait une approche de branding, d'image de marque, tout de suite dès le départ de la Voie Maltée, ce qui n'était pas nécessairement précurseur à ce moment-là. De quoi tu t'es inspiré là, pour développer ça? Dans le fond, oui, comment ça a commencé? À un moment donné, j'étais à l'international. OK. À Saint-Rue-Racine. Puis, à un moment donné, je voyais que les personnes qui prenaient des bonnes bières dans le temps, la Left Blonde puis la Hoegaarden, c'était des femmes. Les femmes ont une capacité où étaient plus cultivées que les gens, ou l'intérêt de Découvrir les elle avait saveurs. plus sa les goûts. capacité à vivre dans l'insécurité, de goûter des choses. OK. Puis là, j'ai dit, Colin, le jour que je vais ouvrir mon brewpub, donc ma microbrasserie, mon brand va être par rapport à la personnalité de la femme. Donc, la Libertine, c'est une bière désinvolte, blonde, légère. La Malcommode, exactement. Donc, tu en prends une, tu en prends deux. Hop, là, tu changes de personnalité, tu deviens Malcommode et tout ça. Puis, par rapport à la structure de ma bière, la personnalité de ma bière, bien, je vais aller chercher un nom. Le brand va être directement relié justement à la personnalité de la bière. Donc, évidemment, une criminelle, une grincheuse, une polissonne, c'est des bières plus corpulentes, c'est des bières plus structurées, plus alcoolisées. Donc, j'ai fait mon branding par rapport à ça. Puis, à un moment donné, les gens, au départ, ils disaient « T'as-tu une blonde? T'as-tu une rousse? » Puis peut-être plusieurs années après, ils me disaient « Ah, mais moi, je prends Malcommode parce que ça vient me chercher. » Tu comprends? Donc, donne-moi une grincheuse parce que moi, je fais le grincheux. Donc, ça a été comme, je ne dis pas viscéral, mais les gens se sont appropriés, ils s'identifient à un brand, à une marque, puis même au nom de la bière. C'est qu'au lieu de consommer maintenant une couleur, ben là, maintenant, c'est qu'ils consomment vraiment un produit, un nom, quelque chose. Ils se rattachent à ça. Ben, c'est ça. Donne-moi pas une rousse, donne-moi une grincheuse. Moi, c'est la racoleuse. Je vais être franc avec vous autres. Là. Pour moi, dans toute ta gamme de produits que j'ai toutes goûté, la racoleuse, pour moi, c'est la bière. Sérieusement, c'est... à soir, j'ai un 5 à 7. Ça va être une racoleuse. Je vais aller me chercher 4 racoleuses, c'est sûr et certain, parce qu'il ne m'en reste plus de ma caisse que j'ai achetée chez Costco. Mais la Malavenante, là, elle, c'est un dérivé de... C'est une Session IPA. Donc, la Session IPA, c'est que c'est des bières qui sont moins fortes en alcool. C'est peut-être 3,2, 3,4, ma Session. Mais la Malavenante, c'est un dérivé de racoleuse. Mais évidemment, la racoleuse, c'est à peu près 7 d'alcool. Exact. Donc, tu peux te permettre de prendre plus de Malavenante. Puis, la Malavenante, elle vient de gagner la meilleure effectivement, IPA oui. au monde dans la catégorie Session. Puis d'ailleurs, effectivement, quand tu es pour conduire... T'es mieux qu'une Malavenante. Oui, ça c'est sûr et certain. La racoleuse, c'est pour la maison. Parle-nous un petit peu, Daniel, de ton évolution à partir de commencer avec la bière puis ta migration vers la restauration, parce que dans l'évolution de la Voie Maltée, la restauration maintenant est rendue qui prend quand même une part importante. Puis c'est un de tes axes de développement. Parle-nous de ce passage-là vers la restauration. Oui, bien, tu sais, j'ai été assez... Un entrepreneur, c'est assez opposant. Hein? On est délinquant un peu aussi. Puis je voyais dans le temps que j'étais à un bar. Évidemment, on fait des sous avec la bière. Mais je voyais qu'il y avait une tendance sur le marché où est-ce que les bars fermaient puis les restaurants fermaient, mais les deux, pour assurer la pérennité d'un restaurant, il fallait que tu fabriques la bière. Puis, en même temps, il fallait que tu fasses la restauration. Donc, la restauration devenait un appui aux consommateurs de la bière, aux amateurs de la bière. Donc, c'est pour ça que quand j'ai ouvert à Jonquière, j'étais seulement qu'un fabricant de bière. Puis, quand j'ai ouvert à Chicoutimi, bien là, je me suis dit, ça me prend de la restauration. On voyait comme le Palladium à Québec qui fermait justement parce qu'il ouvrait juste de 10 h à 2 h du matin. Donc, il y a 24 heures d'une journée. Comment est-ce que tu vas assurer des revenus et tout ça? Puis, il y avait un changement d'habitude aussi des clients qui disaient, ben moi, je ne veux pas juste butiner de bord en bord, mais une fois que je suis assis, ben mets-moi ça dans les dents. Donc, je veux manger, je veux bien boire, puis je veux vraiment une belle expérience client. Puis c'est de là que découlé justement notre stratégie à Chicoutimi, qu'on s'est dit, on veut être un restaurant, on veut fabriquer de la bière, mais en même temps, on veut aller chercher tout ce qui est de notes organoleptiques, donc tout ce qui est de propriété de la bière dans la nourriture. OK.
OK. Fait que ça, c'est le développement durable aussi. Donc, au lieu d'acheter du vinaigre balsamique, mais pourquoi je ne pourrais pas faire un stout balsamique? Tu comprends? Donc, une vinaigrette de grincheuse. Fait que tout ce que je récupérais dans le processus de brassage, ben, je l'intégrais dans mon assiette. Ça diminuait le coût. Si on parle d'inflation, ça diminuait le coût. Ça te donne une expérience. Puis en même temps, ben, j'arrivais avec tout ce qui est les mêmes arômes dans la bière que tu retrouvais dans ton assiette. Fait que ça, c'était innovateur. On était les premiers au Québec. On est encore comme ça. Mais c'était ça qui nous distinguait des autres. C'était pas juste de faire un restaurant, mais c'était vraiment d'aller chercher une valeur ajoutée par rapport à ça. Dans ton développement, excuse-moi. Oui, vas-y. Je suis comme dans une lancée de quelques questions sur cette évolution-là. Donc, tu sais, bon, les restaurants, développement Québec, tout ça. Dernièrement, tu sais, en fait, vous avez créé l'usine, cette offre de restauration-là particulière, et vous avez fait un commitment assez important en changeant le menu. Donc, là, vous offrez, je pense, un menu d'inspiration italienne, sauf erreur. Qu'est-ce qui a motivé un peu ce changement-là? Parce que c'était quand même, je pense que c'était perçu comme étant du haut de gamme, là, ce qui était servi à l'usine, sans dire que maintenant, la cuisine italienne, c'est pas nécessairement perçu comme étant du haut de gamme, mais c'est quand même plus populaire. Qu'est-ce qui a motivé? C'est moins cher aussi, exactement. Même moi, là, je vois dans mes propres restaurants, puis je trouve ça cher. Puis là, après ça, ben, le lendemain, je vais voir mon cuisinier, mon chef exécutif. Je dis, voyons donc, c'est quoi le prix de ça? Comment est-ce que c'est quoi nos coûtants? C'est quoi les markups? Parce qu'il me semble qu'on se trompe. Puis en fin de compte, pas en tout. Pas du tout. Donc, on respecte vraiment notre markup. Mais tu t'en vas à l'épicerie, puis tu as le choix entre un steak qui est 44$ le kilo, ou même là, c'est rendu 75$ le kilo, au banc des pâtes, ou est-ce que c'est 2,50$? Évidemment, moi, mon but, c'était mon prix moyen offert. Donc, il était de diminuer mon prix moyen offert. Puis que tu aies une meilleure expérience aussi. Puis aujourd'hui, bien, tout coûte cher. Ouais. Donc, évidemment, j'ai voulu prendre cette tendance-là. J'ai pris cette tendance-là. Donc, l'italien, c'est convivial, c'est festif. Tu vas rejoindre plus de monde aussi dans l'italien. Puis j'ai quand même de la viande encore parce que je vais aller chercher les gens aussi. Mais si tu veux un steak, tu vas le payer. Mais évidemment, sauf que des pâtes, c'est bistronomie, c'est urbain, c'est atypique aussi. Là. Donc, on n'est pas vraiment un restaurant italien usuel, excuse-moi l'expression, mais ça me prenait ça aussi. Donc, me distinguer des voies maltais, puis tu manges en avant de la microbrasserie, ou est-ce que, justement, mon plein, la manufacture, elle est là. Donc, tout était disposé, ou est-ce que je prenne un choix, ou est-ce que je dis, non, là, il faut que je m'adapte, il faut que j'écoute les clients. Il y a une baisse de clientèle, une baisse d'achalandage, puis les clients... Qu'est-ce que je peux faire pour eux autres, puis ça coûte moins cher? C'est de continuer à avoir une bonne expérience client. Ben oui. Mais à un coût qui va être abordable parce que vous ne voulez pas, il faut que ce soit un restaurant de quartier avec de quoi d'atypique, de différent, puis qui ait toujours un lien avec la bière aussi. Puis en même temps, ben, c'est le prix de l'assiette. C'était ça le but. Parle-nous donc un peu de cette capacité d'adaptation-là, parce que, tu sais, veux pas, là, ça fait quoi, 25 ans, la voie maltais? 20 ans, 2002, 11 octobre 2002. Donc, ça fait 20 ans, 21 ans. Donc, assurément, tu as su, dans le fond, adapter ton offre, à faire évoluer ce que tu fais. Mais toi, comme entrepreneur, comment tu te sens dans cette capacité-là d'adaptation? Parce que là, tu parlais tantôt de ton équipe qui, tu sais, tu es allé chercher des bons, des meilleurs, puis ils te consultent, tu sais, ils te conseillent, et ainsi de suite. Mais toi, personnellement, là, tu dis tu as tout le temps d'un bord puis de l'autre, tu as plein d'idées, tout ça. Comment est-ce qu'on s'adapte dans cette évolution-là? Écoute, c'est un gros défi. L'adaptation, c'est qu'il faut t'écouter. Il faut que tu écoutes tu t'entoures de ton monde, mais en même temps, il faut que tu les écoutes aussi, puis il faut qu'ils collaborent. Évidemment, un entrepreneur changerait ma chambre d'abord à tous les jours. Donc, on n'est pas capable on a toujours des idées et tout ça, mais les idées, à un moment donné, tu ne peux pas te virer sur un 10 sous parce que tu as une gang, puis cette gang-là, tu vas les mêler, puis tu vas les insécuriser. Donc, il faut que tu fasses confiance à ta gang. Mais c'est un mélange de vision et d'opération, tout dépendamment du contexte aussi. Donc, d'avoir cette capacité-là à t'adapter, ben aujourd'hui, c'est sociopolitique, socio-économique et tout ça. Donc, il faut voir 3 puis 4 ans d'avance, mais en même temps, il faut gérer les scènes parce qu'aujourd'hui, les sous noirs, la restauration, c'est des sous, c'est des scènes noires. OK? Donc, faire confiance en ton équipe. Mais l'adaptation, c'est vraiment de faire confiance en ton équipe, puis qu'ils puissent collaborer. Puis les idées viennent d'eux autres, sont sur le plancher. Tu sais, moi, je suis en haut. Donc, je peux avoir les meilleures idées au monde, mais si je ne peux pas les adapter au plancher parce que la génération change, les besoins changent et tout ça. Donc, c'est vraiment de travailler en équipe.
puis d'avoir une bonne écoute par rapport aux autres. Tu peux y aller, Marc. Ouais, OK. Il lève la main. Non, je lève la main parce, J'ai répondu à ta question. Oui, c'est ouais, parfait. parce qu'en même temps, le temps coule Oui, et faut- on va devoir aller Allez se bientôt. préparer. Écoute, Daniel, j'ai comme perdu ma question. Ah ben Vas-y. moi j'en ai une. Moi. Vas-y. Si tu me permets une dernière, Vas-y. Marc, comment ça se passe un party de Noël à Bois-Maltais? Parce que là, vous avez des restaurants, vous avez de la bière. Comment ça doit être trippant? Ben, c'est trippant parce qu'il y a du monde. OK? Hein? Ben Donc, oui, 250 personnes. euh, Je ne sais pas si vous les faites tout ensemble, mais ce que je veux dire, dans le fond, par ma question, c'est à l'intérieur de l'équipe de la Voie Maltais, Ouais. comment ça se passe, l'ambiance? Est-ce que les gens trippent sur les produits? Est-ce que les gens trippent sur l'offre de restauration? Oui, absolument. Absolument. Tu sais, dans le fond, il y aurait peut-être deux réponses. Les clients sont au rendez-vous, sont festifs. C'est jovial. Le monde, ils sont réceptifs, puis c'est le party. Évidemment, la bière, puis la restauration, on a l'établissement pour ça. Les employés sont festifs, puis bon. Puis en même temps, ben, nous autres, ben, tu sais, tout dépendamment. Chaque restaurant a leur party aussi dans mes employés. Les gestionnaires ont leur party aussi. Ben, c'est sûr que je ne peux pas faire mon party un jeudi soir quand mon restaurant est bien plein. C'est sûr. C'est certain. Mais on encourage les restaurants ici qui ont notre bière aussi. Donc, on fait de la convergence. Ça nous fait plaisir. Donc, party de gestionnaire, là, prochainement, je m'en vais à Québec aussi. Je vais faire un party. Party ou souligner le temps des fêtes, mais que ce soit déjeuner ou dîner ou souper, tout ça. Mais on a plusieurs parties. Puis c'est important de souligner, d'utiliser ces parties-là aussi pour souligner nos bonnes actions dans l'année. Donc, de commémorer justement les années d'expérience. Puis, on travaille beaucoup dans le négatif dans les dernières années. La COVID, ça n'a pas été facile et tout ça, mais c'est de voir le verre à moitié plein aussi. Donc, la bonne tape sur les épaules, puis justement de souligner les bonnes actions. C'est vraiment ça. Donc, on essaie de chercher vraiment là, pas un prétexte, parce qu'il n'y aura jamais trop de moments pour souligner les bonnes actions. Puis Noël, ben, c'est fait pour ça. C'est bon. Marc, t'avais-tu une dernière question de ton côté? Non, moi, c'est beau. Écoute, merci. Moi, j'en aurais pris encore des heures et des heures écoute, et des heures. moi, Daniel, là, je vais te faire une suggestion, OK? Si ça te tente, là, je t'offre une carte chouchou, un peu comme à Tout le monde en parle. Tu reviens quand tu veux dans le podcast. Je pourrais même me déplacer dans une des VM, prendre une bière en même temps avec toi, un peu comme dans les autres podcasts qu'ils font. Mais bref, moi, je le fais dans un contexte pédagogique, mais des fois, on sort comme ça nous arrive. Donc, si ça te tente qu'on aille faire un petit tour puis mettre 2-3 de tes gestionnaires en autour de la table. On connaît Nick qui a passé dans nos murs, un de nos anciens employés. Oui, mon directeur d'usine. Oui, et que j'adore vraiment beaucoup. D'ailleurs, au Bateau Dragon, à chaque fois, il s'amuse à me crier dans les oreilles, il me scrape les tympans. D'ailleurs, tu ne le sais pas, mais Nick m'a donné un chandail de la Voie Maltais pour que je puisse animer avec le chandail de la VM pour porter la marque. Donc, bref, tu sais que je suis un vendu. En fait, moi, Donc, t'es le chouchou de Nick. Ben, je sais pas, mais bref, je le mets, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, il y a 2 micros dans lesquels moi j'aime vraiment. Il y a vous autres, puis il y a aussi Pibrac à Jonquière. Absolument. Puis ça, moi, je pense que c'est 2 produits régionaux. Je sais qu'il y en a d'autres, mais moi, personnellement, dans mes goûts, dans ma palette, tu sais, quand tu te dis, là, on va en découvrir quelques-unes d'autres, des fois, c'est normal. Mais dans mes régulières, parce que je suis un amateur, tu sais, je suis allé 2 fois en Belgique. À chacun des voyages, c'était au moins... je ne sais pas si je peux le dire dans mon podcast, mais au moins entre 25 et 30 dégustations par voyage de bière. OK, je pensais que c'était par jour. Mais c'est pas pire, tu t'en rappelles. Oui, je mange. Parce que la bière est à 9 d'alcool. Oui, ben 9, il y en a de la 7, de la 8, tout dépendant de l'inspiration belge. C'est sûr que quand je revenais, j'arrivais tout gonflé, mais bref. Alors, Daniel, c'est une invitation à revenir sans aucun problème. N'importe quand. Ben là. Alors, c'est ce qui complète notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Il y a plein de choses super intéressantes que Daniel nous a parlé. Alors, vous aurez compris que je vous invite à les encourager quand même. Je pense qu'il y a plusieurs de nos étudiants, d'ailleurs, qui le fréquentent. Alors, sur ça, mes amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.